Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur la télévision Free TV qui émet sur le numéro 254 du bouquet Canal+, et sur le multiplex de la TNT du Burkina Faso. Vous êtes à l'émission Présimètre, voulue par l'ONG Diaconia avec l'ensemble de ses partenaires. Aujourd'hui, nous allons passer à la loupe le bilan des engagements du président Roch-Marc Christian Kaboré, qui a été élu en 2015 et qui a exercé donc pendant 5 ans. C'est l'heure du bilan, même s'il a déjà entamé son deuxième mandat, parce que le thème de cette émission, c'est bilan de la mise en œuvre des engagements du président Roch-Marc Christian Kaboré de 2016 à 2020. Donc, il s'agit du bilan des engagements. Qu'est-ce qu'il a pris comme engagement sur le plan des engagements phares? Et à l'heure du bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir? Sachez que je ne suis pas seul dans le cadre de cette émission Chrono Citoyen. Je suis avec monsieur Roger Minungou. Il est analyste des politiques publiques à l'ONG Diaconia. Bonsoir, monsieur Minungou. Bonsoir, monsieur Boukma. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Également avec nous, monsieur Dieudonné Ouedraogo, assistant de programme au CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Bonsoir, monsieur Boukma. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci, madame, monsieur, vous qui nous suivez. Merci à toute l'équipe de la réalisation de cette émission. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de micro-trottoirs que nous allons suivre. Il s'agit également du regard de nos invités, mais il va aussi s'agir de la possibilité pour vous d'interagir avec nous sur la plateforme Présimètre, mais aussi sur le numéro 25 36 04 04. Donc, au cours de cette émission, il y aura un moment où nous allons ouvrir la ligne pour que vous puissiez appeler, poser des questions, faire des commentaires ou des contributions, de tout cela dans le respect, dans un esprit de courtoisie. Donc, vos SMS également sont les bienvenus sur tout le dispositif web, donc que ce soit sur la page Facebook ou sur la plateforme Présimètre.bf pour que nous puissions les reprendre pour vous. Je dis bien, ça peut être aussi des questions, des commentaires qui sont les bienvenus. Alors, pour camper le décor, nous allons passer à la première question. Le thème dit bien, bilan de la mise en œuvre des engagements du président Roch-Marc Christian Kaboré de 2016 à 2020. Donc, l'heure au bilan des engagements. Alors, monsieur Minungou, quand on parle d'engagement du président, qu'est-ce qu'on peut retenir quand on parle du mot engagement? Merci beaucoup, monsieur Boukma. Et je voudrais avant tout propos dire également merci à la télévision Free TV qui nous donne l'occasion donc d'échanger avec les téléspectateurs. Et également dire merci et félicitations à tous les partenaires de Diaconia qui se sont mobilisés depuis donc 2016-2017 sur le programme de redevabilité économique et politique à travers l'éthique dénommé Présimètre. Et donc le programme Présimètre c'est voulu donc un programme de suivi de la mise en œuvre des engagements du président élu, donc son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré. Et de quoi s'agit-il? Il vous souviendra qu'en 2015, les candidats aux élections présidentielles avaient soumis des projets de société. Et c'est sur la base des projets de société que les électeurs ont accordé leur voix à l'élu qui a été le président Roch-Marc Christian Kaboré. Au soir du bilan, on s'était dit après les élections, tout n'était pas terminé. Il faut voir si le président met en œuvre ce qu'il a promis. Alors, on se rend compte que le projet de société a été traduit par le référentiel national qui était le PNDS. Et donc, l'ensemble des actions inclus dans le PNDS et le projet de société du président nous ont servi de canevas pour suivre un peu leur mise en œuvre. Mais de façon spécifique, le programme Présimètre, à l'issue de sondages sur les préoccupations réelles des populations, nous nous sommes donc focalisés sur quelques engagements, notamment 85 engagements pris par le président du Faso pour voir si effectivement on était dans la bonne direction ou pas. Et font partie de ces engagements la question de la sécurité et de la défense, et le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, la question de la promotion des droits des femmes et la question de la promotion de l'environnement, la formation et l'emploi des jeunes, et enfin la sécurité alimentaire. Voilà les axes autour desquels
Diaconia et l'ensemble des partenaires, une quinzaine, et donc c'est mobilisé pour voir qu'est-ce qui est fait. Et donc nous sommes bien sûr au bilan et nous pourrons revenir de long en large sur ces questions-là. D'accord. Merci à M. Minougou. Je me tourne vers M. Ouedraogo du CGD vous êtes avec nous. La plateforme Plaisimètre, l'initiative Plaisimètre a fait son chemin. Aujourd'hui, l'heure est également au bilan. C'est une plateforme qui a été offerte au Burkinabé pour qu'il puisse s'exprimer. Alors vous, quel regard avez-vous sur l'initiative Plaisimètre avant qu'on ne passe au vif du sujet? Ok, je vous remercie M. Bougma et aussi à l'ensemble de la télévision Truth TV qui nous donne cette opportunité avec Diaconia pour justement discuter des engagements du président du FASO pour l'année 2016 à 2020 et voilà, aussi qui nous permet en tout cas de discuter aussi de cette plateforme qu'on appelle le Plaisimètre. Effectivement, c'est un outil nouveau et qui a été mise en place sous le mandat du président Roch Kaboré, le premier mandat, qui permet justement à l'ensemble des citoyens de pouvoir suivre ou bien de comprendre, parce que souvent l'engagement, ce n'est pas forcément tout le monde qui a cette intelligence entre griffes de comprendre ce qui est dit, mais en le traduisant par des termes beaucoup plus soft, ça permet non seulement à l'ensemble des citoyens de suivre, mais aussi aux OSC de s'accorder autour d'un outil qui leur permet de dire, tiens, le président il a pris une promesse. Il a promis que, et une fois élu, je ferai cela, je ferai cela. Et est-ce que cela a pu être réalisé? Les OSC ou Diaconia, par cet outil-là, se veut être l'œil du citoyen plus proche, voilà, de l'exécutif pour voir réellement est-ce que les promesses se tiennent. Et donc, il faut féliciter cette initiative, féliciter l'ensemble des acteurs parce que c'est vraiment plusieurs acteurs qui ont travaillé, qui apportent leur contribution pour que l'outil fonctionne. Voilà, ça va depuis la conception, ça va également dans les sondages, la collecte des données quantitatives sur le terrain, il y a le suivi, il y a les analyses. Donc, c'est vraiment tout un travail et toute une équipe mobilisée, voilà, pour permettre à l'ensemble des citoyens de voir clair comment les choses avancent, comment les choses sont mises en œuvre. Et ça permet aussi d'interpeller le gouvernement toutes les fois que la nécessité se présente. Parce qu'il y a aussi des délais qui ont été assortis des engagements. Et donc, si on sent que, voilà, cet engagement n'est pas certain d'être réalisé dans ce temps donné, c'est quand même une manière aussi de relancer pour dire, ah mais tiens, n'oubliez pas, vous êtes à tel temps par rapport à votre promesse. Donc, ce n'est pas évident. Donc, ça amène l'exécutif ou l'ensemble du comité chargé justement de la mise en œuvre de ces engagements-là, en tout cas de se ressaisir et travailler à réaliser ces engagements-là. D'accord, alors je reste avec vous, oui. Mais il y a d'autres pays qui ont tenté, ça n'a pas marché. Au Burkina Faso, quel a été le secret pour que ça marche? Parce que ce soit le Bouhari Meta au Nigeria ou le Macky Meta au niveau du Sénégal, ça n'a véritablement pas pris. Pourquoi est-ce que là-bas ça n'a pas pris et ici, qu'est-ce qui a été le secret pour que ça marche? Je n'ai pas envie de jeter des fleurs au Burkinabé, mais oui, on peut déjà partir du fait que c'est... le président Roch Christian Kaboré a été élu à la suite d'une insurrection populaire. Ça veut dire que les Burkinabés, à travers cette insurrection, avaient manifesté un besoin de faire de sorte que la redevabilité soit au cœur de la gouvernance démocratique. Voilà, on ne peut pas dire qu'on gouverne sans pouvoir nous donner des informations. Donc les citoyens, en sortant, en manifestant, ont marqué en tout cas le coup en disant oui, nous souhaitons que désormais les choses soient transparentes. Donc à la suite de cela, l'ensemble des partenaires techniques et aussi l'ensemble des OSC se sont dit tiens, il faut qu'on s'engage, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on se donne les mains. Donc il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas d'ego. Voilà, chacun accepte et dit c'est un outil, il faut donc que chacun de nous apporte la pierre. Il ne faudrait pas qu'on s'assoie pour dire oui, c'est l'initiative de tel OSC, c'est l'initiative de tel ONG, donc je ne me sens pas concerné. Non, tous les Burkinabés ont vu en cet outil un moyen pour eux, voilà, de savoir où rentrent les finances publiques, où rentre l'argent public destiné en tout cas au développement de tout le monde. Donc, c'est l'ensemble de ces acteurs ont cru d'abord à cet outil, ils se sont donné la main, ils ont accepté de s'engager sans réserve.
Voilà. Et aussi, il faut dire, ça a été réparti de telle sorte à ce que chacune des structures a un morceau à gérer dans ce programme Présimètre. Ce n'est pas une seule institution. Voilà, c'est piloté, mais il y a toujours plusieurs structures qui chacun occupe d'un morceau, ce qui rend léger et soft la manière de le gérer. Donc c'était plus facile et forcément ça devrait nous conduire à un succès. Voilà, et je rappelle que pour moi, c'est surtout parce que l'ensemble des OSC, l'ensemble des citoyens y ont cru. Ils ont vu au Présimètre un outil sérieux et nouveau pour les permettre de participer à la gouvernance dans notre pays. Merci beaucoup. Même s'il faut féliciter les citoyens burkinabés, il faut également reconnaître qu'il y a des autorités burkinabées qui ont accepté se prêter à ce jeu parce qu'ailleurs, ça n'a pas été évident. Alors, quel a été votre secret au niveau de Diakonia pour le succès? Parce que ce n'est pas évident ailleurs. Parce que souvent, il y a des autorités également qui refusent de collaborer. Oui, et c'est vrai. Déjà, il faut féliciter, comme vous l'avez dit, en premier lieu, le chef de l'État qui s'est d'abord prêté à l'exercice dialogue citoyen en avril 2016 et qui a planté le décor et qui, à la suite, a demandé à l'ensemble des ministères ou des institutions de se prêter également à l'exercice parce qu'il s'agit d'un acte de redevabilité, un acte de transparence qui montre aux yeux des citoyens les efforts qui sont consentis, mais aussi les faiblesses ou les limites constatées. Donc, il faut s'en féliciter. Mais il faut également dire qu'il n'y a pas eu de secret magique, il n'y a pas eu de bâton magique. Et le Burkina Faso s'était déjà inscrit dans le processus d'un gouvernement ouvert. Et déjà cette volonté prédisposait les autorités à se dire mais tiens, saisissons bien la brèche et allons, comme aiment à le dire certains, allons au large. Donc nous avons créé la dynamique et offert donc l'espace citoyen aux autorités pour que les autorités puissent s'en servir et communiquer sereinement avec les populations, avec les détenteurs. D'accord. Dernière question avant que nous passions voir ce que les Burkinabés pensent effectivement des engagements du chef de l'État. Alors, la question que je vais vous poser maintenant, c'est comment est-ce que vous avez réussi à faire, parce que vous avez dit c'est 85 engagements regroupés, comment est-ce que vous avez procédé à l'identification de ces 85 engagements et à pouvoir les regrouper dans les sections que vous avez dit, dont vous avez parlé en début d'émission? Très bien. Et j'ai tantôt évoqué justement le projet de société du président du Faso. Et donc pour nous, pour regrouper les engagements, on n'est pas allé chercher ailleurs. Nous avons juste pris le projet de société du président, Roch-Marc Christian Kaboré, et nous avons regardé, après donc le sondage qui a été effectué et qui a révélé que les populations voulaient qu'on s'intéresse aux secteurs sociaux, donc l'éducation, la santé, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, la question de sécurité. Donc on s'est dit, ok, quels sont les engagements précis pris dans ces domaines? Et nous les avons juste listés et nous avons essayé maintenant au fil du temps de faire le suivi. Mais également, dans le cadre de ce suivi, nous avons intégré la donne qui a consisté donc à prendre en considération le PNDS, mais surtout sur le volet analyse, parce qu'on ne pouvait pas occulter le PNDS lorsqu'il s'agit de parler des engagements. Et peut-être avec le temps, on verra, il y a des engagements qui ont été formulés dans le projet de société qui n'ont pas été repris dans le PNDS ou qui ont été insuffisamment repris dans le PNDS. Et au-delà, nous avons aussi considéré toutes les politiques et les stratégies qui ont été développées pour contribuer à la mise en œuvre de ces engagements-là. Et après, on a fait tout le reste, le travail de terrain, mais de façon vraiment collaborative avec les autorités. Et nous saluons vraiment cette grande ouverture qui nous a vraiment facilité l'accès des données en temps réel, mais aussi de discuter sur des sujets parfois inespérés et qui a produit les résultats que tous nous voyons. D'accord, merci. Vous êtes à cette émission Chrono Citoyen consacrée au bilan de la mise en œuvre des engagements du président Roch-Marc Christian Kaboré de 2016 à 2020. Et je suis avec mes invités. Mais qu'en pensent les Burkinabés par rapport à ce bilan sur un certain nombre de choses? Nous allons suivre ce micro-trottoir avant de revenir sur ce plateau. Sur le plan éducatif, il faut reconnaître que lorsqu'on est dans des grands centres, il n'y a pas de problème. Mais dans les petits centres, dans les zones très reculées, il y a toujours des écoles sous paillotes. Et avec l'insécurité également,
il y a des écoles encore qui n'ont toujours pas d'enseignants. Donc il y a beaucoup d'efforts qui doivent être menés dans ce sens-là. Donc je pense qu'il faut redoubler d'efforts peut-être dans le deuxième mandat à ce niveau pour le redéployer, peut-être voir comment ils vont sécuriser les zones-là pour que les enseignants puissent repartir et comment résoudre les problèmes également des écoles sous Payotte. Sur le plan éducatif, là quand même je tire mon chapeau aux deux ministres, le ministre Ouaro et le ministre Maïga, en tout cas qui font du travail formidable. Et quand on revient au niveau du MENA, vous voyez déjà que le ministre Ouaro, la mise en place des écoles, des lycées techniques où ce sont les meilleurs du BPC qui sont orientés là-bas. Vous voyez même les résultats et tous ils sont admis à leur bac. C'est une très bonne chose parce que c'est une préparation aussi de la crème. Pour le plan sécuritaire, ça n'a pas été facile parce que dû à ce qu'on a vécu, il y a eu beaucoup de décès. Mais je crois qu'avec le deuxième mandat là, Inch'Allah ça ira. Sinon le premier mandat là, ça n'a pas été vraiment facile avec eux. Ça a été dur. On a beaucoup pleuré. Il y a eu beaucoup de décès. Mais je crois que la chance qu'on l'a ouvert cette fois-ci là, ça ira. Sur le plan sécuritaire, je dirais que dès les premiers jours, ce n'était pas facile. On a ressenti un petit tâtonnement au niveau de la coordination des actions. Mais au fur et à mesure que les choses ont avancé, on a remarqué qu'en tout cas, on a repris du poil de la bec. Et nous sommes arrivés à un certain moment où, en tout cas, c'est l'ennemi en face qui, en tout cas, se cherchait dans nos différentes interventions. Le plan sanitaire aussi, il est à féliciter parce que j'ai vu qu'il y a eu une gratuité des soins qui a été octroyée aux femmes enceintes, aux enfants en bas âge. C'est vraiment à féliciter. Mais la situation sanitaire est toujours précaire. Parce que quand tu vas à l'hôpital, il y a les malades qui sont étalés partout, à même le sol. C'est pas intéressant à voir. Et aussi la situation du Covid là, il faut qu'ils revoient vraiment. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. Effectivement, en 5 ans, tout ne peut pas être fait, mais des balises peuvent effectivement être dressées. Alors, vous venez de suivre la réaction de ces citoyens burkinabés, M. Ouedraogo. Quand vous entendez ce que les uns et les autres ont dit, qu'est-ce que vous retenez d'essentiel dans les engagements du chef de l'État? Alors, merci pour cette question. Déjà, sur le propos des citoyens qui se sont prononcés sur l'engagement du président du Faso, il faut dire que les résultats sont, pour eux, quand on écoute, un peu toujours mitigés. Ils relèvent quand même une satisfaction dans certains domaines, notamment dans le secteur de l'éducation et aussi certains aspects du secteur de la santé, mais aussi à des insatisfactions quand il s'agit de la question sécuritaire, quand bien même ils nourrissent un bel espoir qu'avec les dernières sorties, avec la dernière mobilisation, les remaniements qui a eu lieu, il y a eu un espoir, voilà, d'un lendemain meilleur, en tout cas pour l'ensemble de ces Burkinabés. Pour nous particulièrement, il faut dire effectivement que quand on prend le secteur de l'éducation, on a senti des efforts. Voilà, on a senti des efforts. On a vu la construction d'un certain nombre d'établissements. Voilà, ce n'est pas suffisant parce que il faut le dire. Une bonne partie de la mise en œuvre du programme national de développement économique et social se tenait dans un contexte d'insécurité avec ce qu'on a vu ici et là, des attaques, des incendies d'établissements, voilà. Et aujourd'hui, avec le phénomène des personnes déplacées internes, on a beaucoup de personnes, beaucoup d'élèves, voilà, et qui sont privés en tout cas de ce droit-là, entre griffes, d'aller à l'école. Donc, on peut dire dans l'ensemble que certes, les ministères en charge du volet de l'éducation, de l'enseignement, en tout cas des efforts ont été consentis. Voilà, mais le terrain, on attend toujours. Voilà, il y a le processus de normalisation de certains établissements qu'on attend toujours parce qu'une école, c'est ça aussi. Ça fait 6 classes. Mais jusqu'à présent, on a toujours de ces établissements-là où il n'y a que 3 classes. Voilà, où aujourd'hui, on comptabilise beaucoup de ces écoles. Mais voilà,
il faut faire en sorte que l'école soit davantage plus proche du citoyen, parce que ce n'est pas simple. Pour ceux qui ont fait les campagnes, voilà, ils vous diront marcher sur 4-5 km pour retrouver ton collège. Je me demande, tu arrives dans un état fatigué, est-ce que vraiment ton esprit est encore disposé pour apprendre quelque chose? Donc, il faut donc faire l'effort davantage pour raccourcir les distances qui existent entre le village et les établissements d'enseignement, surtout secondaire. Au niveau du primaire, on sent de plus en plus effectivement l'existence des écoles à proximité, mais côté collège, ça ne suit toujours pas. Il faut donc travailler davantage à combler ce gap-là. Voilà. Du plan de la santé, la première mesure où les citoyens ont applaudi, c'est quand vraiment le président s'est engagé pour la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et aussi pour les femmes enceintes. Voilà. Il faut donc dire que ça a vraiment été salué. On le sentait venir. C'est un début d'une certaine couverture d'assurance. Mais voilà, c'est comme on a pu constater aussi sur le terrain. L'effort reste à saluer. Tout de même, en tant que citoyens, nous espérons toujours mieux. Parce que la politique, elle est là, elle a été affirmée, et elle a connu un commencement. Cependant, les difficultés sur le terrain ont, à un moment donné même, voulu dépasser les acquis de la politique. Parce que les gens partent dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Certes, il y a le principe de la gratuité qui est là, mais les produits ne sont pas là. D'accord. Alors, une fois que le produit n'est pas là, il faut sortir faut aller dans une pharmacie. Est-ce qu'il y a un bon qu'on te donne d'aller à la pharmacie pour obtenir ce produit gratuitement? Non. Il faut donc aller dépenser. Alors, nous allons revenir section par section. Alors, mais Monsieur Minungu, j'ai l'impression que c'est dans le domaine de l'éducation que le bilan semble être satisfaisant quand on entend parler les uns les autres et quand on regarde au niveau de la plateforme Présimètre. Oui, je dois d'abord dire que de façon générale, le suivi que nous avons fait des 85 engagements révèle qu'à la fin de l'année, on est à un taux de totale réalisation d'environ 35%. 35% d'engagements totalement réalisés. Et il y a environ 60-67% d'engagements en cours de réalisation. Donc la réalisation n'a pas été achevée. Et donc du coup on voit effectivement que bon, il y a eu des efforts, mais les efforts pouvaient encore être meilleurs, sinon accrus, pour atteindre de meilleurs résultats. Mais est-ce qu'il y a eu des engagements qui n'ont pas été engagés? Oui et non, parce qu'en réalité, certains engagements, comme je l'ai dit, ont été reformulés et donc ne cadrent plus avec les engagements initialement pris par le président du Faso. Par exemple, dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, il y a le forage Christine qui devait être réalisé, surtout dans la zone du Sahel. Mais quand vous allez voir la mise en œuvre et même l'approche programmatique qui a été faite, on a transformé la réalisation des forages Christine par les adductions d'eau potable simplifiées. Donc vous voyez que on n'est plus dans la même logique de l'engagement pris. Et il y a un certain nombre d'engagements qui ont été reformulés ainsi. Aussi bien dans la cible à atteindre que même dans la conduite de la politique. Par exemple, le président dans son projet de société a prévu ou a promis un accès universel à l'eau potable. Zéro corvée d'eau. Et il a bien précisé, c'est-à-dire 100% d'accès à l'eau potable pour les populations burkinabées. Mais quand vous regardez en référence au niveau du PNDS, on a diminué le taux pour l'allier aux ODD, aux objectifs du développement durable. Donc le taux a été ramené à 79% pour être allié aux ODD. Mais sur le plan programmatique, on va se rendre compte que les prévisions n'atteignent pas également ce que le PNDS prévoit. Donc il y a un peu ces incohérences et non-alignements quant à la prise en compte donc, des engagements qui ont été faits. Et il y a aussi d'autres choses. Et quand on prend la question par exemple de la sécurité et de la défense, il y a des efforts qui ont été faits. Le président en la matière avait pris 11 engagements. Et sur les 11 engagements, il y a 6 qui ont été réalisés. Par exemple, l'unification du commandement au niveau militaire, la tenue du forum national sur la sécurité intérieure, et également la question de la révision du concept de la police de proximité. Ça, ce sont des choses qui ont été faites.
Mais jusqu'à présent, l'effet reste encore un peu mitigé parce que quand on tient compte du contexte, il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. Et jusqu'à présent, bien que la stratégie et la politique de sécurité intérieure, le document a été officiellement remis au chef de l'État, et cette politique n'a pas encore été adoptée. Du coup, pour nous, la politique est encore inexistante. Elle est en gestation et ne permet pas véritablement de mieux apprécier la situation parce qu'on ne voit pas comment convergent tous les acteurs en faveur donc d'une sécurité intérieure plus consolidée, plus rassurante. D'accord. Alors, mais je reste avec vous. Quand on écoute les uns les autres, on a l'impression que c'est le domaine de l'éducation qui occupe le haut du pavé. Est-ce que c'est le constat? En termes, par rapport aux analyses que nous avons faites, nous avons effectivement constaté qu'il y a eu beaucoup d'engagements qui ont été réalisés dans le domaine de l'éducation. Pour autant, il y en a également eu dans le domaine de la santé. Et Ouedraogo parlait tantôt de la gratuité des soins. Il y a aussi d'autres domaines qui ont été véritablement pris en compte. Mais nous sommes également intéressés sur la qualité, la performance et l'efficacité de la mise en œuvre des engagements. Ce qui fait que quand on met tout cela dans le panier, on trouve que il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce qu'une chose est de prendre le texte ou la politique, mais une autre chose est de s'assurer que la politique est effective sur le terrain. C'est là où généralement le bas blesse. Ok, c'est là où le bas blesse. Alors, M. Ouedraogo, est-ce que vous êtes d'avis par rapport sur le plan social, l'éducation et la santé, vous l'avez évoqué, on a l'impression que sur ces aspects-là, le président, les lignes ont bougé. Oui, je pense que on est tous au Burkina, on constate en tout cas ce qui est fait et aussi on entend aussi l'appréciation des citoyens ici et là, surtout quand on va sur le terrain pour la collecte des données. Les citoyens ne manquent pas de faire des commentaires, ils ne manquent pas de montrer leur satisfaction. Et donc il faut le reconnaître effectivement que des avancées sont à noter dans cette mise en œuvre du PNDS. Quand vous prenez dans le domaine spécifique de l'enseignement, surtout quand on va en enseignement supérieur, quelques réalisations qui montrent qu'il y a une volonté qui est là. Regardez, une fois le bac obtenu, l'inscription à l'université. Voilà. Quand nous partions à l'université, c'était d'aller s'aligner sous le soleil pour obtenir une inscription. Aujourd'hui, les choses sont en train d'être facilitées parce qu'il y a cette introduction des innovations de l'Internet, du numérique, voilà, qui facilite les choses. Il y a également le fait que le ministre Ouaro lui-même s'intéresse à ces aspects de l'innovation. Peut-être qu'au regard de ses qualifications, ça lui donne beaucoup plus de compétences, ça lui donne plus d'idées, en tout cas d'innover, d'introduire l'Internet ou les NTIC dans ce système de l'enseignement, et ça facilite beaucoup de choses. Aujourd'hui, bon nombre de citoyens apprécient. Voilà. On sent même que le gouvernement investit même dans la maternelle, voilà, chose qui n'existait pas auparavant. Aujourd'hui, on a des crèches de plus en plus publiques qui existent parce qu'on tient compte justement de l'évolution de la société avec des contraintes ci et là des ménages. Donc, il y a tout cela qui montre que oui, il y a une volonté qui est là. Même s'il y a des freins, même s'il y a des obstacles, néanmoins, il faut admettre que, voilà, de bons résultats sont à analyser. Maintenant, comme disait M. Minungu, c'est de voir aussi côté efficience, côté performance, côté qualité. Voilà. Il ne s'agit pas non plus d'investir, de construire et que 2, 3, 4 ans après, il faut démouler pour reprendre. Parce que si la qualité n'y est pas, c'est un investissement à perte. Voilà. Une fois que, parce que le vent passe, c'est décoiffé ou que voilà, ça fendit partout, je crois que nous serons encore obligés, avant même de rembourser, puisque souvent c'est sous forme de prêt, avant même de finir de rembourser, voilà, on est obligé de reprendre l'infrastructure. Finalement, ce n'est pas efficient, ce n'est pas performant, parce que ça nous amène en arrière. Donc c'est sur ce côté-là que l'on peut voir, est-ce réellement les infrastructures qu'on a, nous avons des infrastructures de qualité.
Voilà, sur ce pas, l'évaluation poursuit son chemin, il faut le dire clairement, ça poursuit, on ne peut pas finir parce que chaque année, en fonction de l'âge de l'infrastructure, on pourra apprécier de sa qualité aussi. D'accord, voilà. Merci. Je rappelle que vous êtes à l'émission Présimètre, donc c'est une émission bilan, donc émission chrono-citoyen, donc émission bilan de la mise en œuvre des engagements du président Roch-Marc Christian Kaboré de 2016 à 2020. Vous pouvez participer à cette émission en appelant le 25 36 04 04 et c'est dès maintenant. Donc s'il y a des auditeurs ou des auditrices, des téléspectateurs ou des téléspectatrices en ligne, vous êtes les bienvenus. 25 36 04 04 pour participer à cette émission, pour donner vos avis, pour poser des questions ou aussi pour faire des commentaires. Donc dans un esprit du respect des règles en la matière, donc la courtoisie, mais aussi voilà. Donc je poursuis l'émission. Donc j'ai dit la ligne est ouverte. Donc pour ceux qui veulent appeler, le numéro s'affiche d'ailleurs sur l'écran. C'est le 25 36 04 04. S'il y a des questions à poser, nos invités se trouveront des réponses, pourront répondre à vos préoccupations. Vous pouvez également faire des contributions. Alors, nous poursuivons cette émission. Alors, maintenant, quel est l'engagement qui a reçu le moins de réalisation? Alors, de façon vraiment analysée, quand on regarde, dans le domaine, comme je le disais tantôt, sécurité et défense, on a 6 engagements réalisés sur 11. Dans le domaine, là où il y avait le plus d'engagement, c'était surtout dans le secteur de la santé. Il y avait beaucoup d'engagements à réaliser et surtout assortis de délais. Par exemple, transformer les CSPS en CMA ou en CM dans un délai de 6 mois ou dès la première année. On s'est rendu compte à l'arrivée que c'était pas évident. Et quand on a approché les autorités pour comprendre, ils ont dit il y a eu une sous-évaluation des coûts de réalisation de certaines infrastructures, ce qui fait que ça a joué sur les délais. Et on a également noté, par exemple, toujours dans le domaine de la santé, on a noté par exemple l'assurance maladie universelle qui devait être actionnée. Actuellement, on est toujours à un stade d'imprécision et les populations ne savent pas véritablement pour l'instant où nous en sommes avec. Alors, à la dernière, en fin d'année, on a vu la dotation des ambulances qui en réalité était attendue dès la première année. Mais vous voyez que ça a pris 5 ans. Donc, il y a parfois ces délais-là qui jouent également sur les analyses pour voir est-ce que les promesses étaient fermes, est-ce que c'était réaliste et réalisable et dans les délais. Donc, nous en avons pris compte, on a pris cela en compte et on a essayé de voir qu'est-ce qui était de l'ordre du possible. Quand on prend le domaine de l'eau et l'assainissement, il y en a également eu beaucoup de réalisations, mais comme nous l'avons également évoqué, les efforts restent insuffisants parce que bien que la quantité d'eau produite actuellement au Burkina Faso dépasse largement ce qui a été promis, on voit que la pénurie d'eau est toujours d'actualité. Et nous ne sommes pas encore en période de chaleur, mais il y a déjà des coupures. Bon, et donc ça pose problème. Il faut, nous semble-t-il, maintenant prendre en considération les réalisations. Vous me permettez de prendre un auditeur avant de revenir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est monsieur? Bonsoir, c'est monsieur, il y a plein de personnes. D'accord, bienvenue à l'émission, nous vous écoutons. Non, c'était juste un bonsoir pour vous encourager. Ok. D'accord. Que Dieu nous bénisse. Amen. D'accord, merci. Ce sont des encouragements et des bénédictions. Nous répondons amen et que nous continuons cette émission. Nous disons merci. Donc vous pouvez faire comme lui en appelant au 25 36 04 04 pour participer à cette émission. Alors, poursuivez. Je parlais tantôt de la question de l'eau et de l'hygiène ou l'assainissement. Donc sur la question de l'accès à l'eau potable, il y a eu des efforts qui ont été faits, mais ces efforts restent encore insuffisants quand on regarde les besoins encore réels des populations en la matière. L'aspect qui a véritablement qui est encore à la traîne et qui mérite beaucoup d'attention, c'est le côté assainissement.
l'assainissement au Burkina Faso, nous semble-t-il être encore mérite beaucoup plus d'attention, et il faut regarder, c'est pas dans le quotidien, voilà, il faut qu'on travaille à intégrer la donne véritablement dans les habitudes, dans l'éducation, et faire en sorte que les politiques publiques intègrent également cet aspect. Parce qu'on va voir généralement des infrastructures qui sont réalisées, mais qui ne prévoient pas de commodités suffisantes pour adresser convenablement la question de l'assainissement. Et cela pose un véritable problème. Et quand on prend le volet sécurité alimentaire, nous allons voir que il y a eu aussi des efforts dans le domaine. On a fait des excédents céréaliers, mais on voit également des poches et des déficits. Donc, il faut également penser à des politiques pour rééquilibrer l'accès des populations à l'alimentation, et surtout à une alimentation suffisante. Parce qu'il s'agit de questions de droits humains et il faut en tenir compte. Donc, il y a, disons, beaucoup de choses qui ont été faites, mais de façon objective, il reste encore beaucoup à faire. Alors, M. Ouedraogo, il dit qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. L'assainissement est à la traîne. Le zéro corvée d'eau c'est un engagement qui semble n'avoir pas été tenu. Est-ce que sur le plan terrain, est-ce que vous constatez qu'effectivement il y a des efforts pas visibles à ce niveau? Oui, comme M. Meningo le disait, effectivement, c'est un engagement du président du Faso je m'engage à réduire ou en tout cas éradiquer la corvée d'eau, zéro corvée d'eau. Mais effectivement, sur le terrain, cet engagement n'est pas arrivé à terme, à 100% réalisé, parce que on le constate, même dans les grands centres urbains, il y a toujours ce problème d'accès à l'eau potable. Voilà. Les branchements sont là, mais il y a toujours cette pénurie qui est toujours constatée. Même en pleine saison hivernale, on constate toujours cette pénurie. Et ça a été vraiment récurrent cette année, quand même, la question de la pénurie. Je n'ai pas compris vraiment pourquoi, en tout cas particulièrement cette année, on l'a senti qu'il y a eu beaucoup, même l'énergie, l'accès à l'électricité a été beaucoup plus même connu une amélioration, une évolution par rapport à la question d'eau, où pratiquement un jour sur deux, on attend toujours à une pénurie. Maintenant, si dans les centres urbains, on a ce problème... Alors, M. Ouedraogo, vous patientez, je vais prendre Ablassé qui nous appelle depuis Pau. Avant de venir Pau, c'est dans le Nord. Bonsoir, Ablassé. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Merci beaucoup pour l'initiative de l'émission. Oui. Vraiment mes félicitations à ceux aussi qui ont eu cette initiative de créer cette initiative. Okay, merci bien. Je vous encourage beaucoup. Merci. Voilà. Maintenant, là où ça coche un peu, c'est côté sanitaire. Oui. Et ça, je me dis aussi, ça n'engage pas seulement nos dirigeants. Il faut vraiment que toute la population s'y mette. Donc, pour moi, il faut des mesures éducatives et coercitives là-dessus pour que vraiment on puisse éradiquer cette question d'insalubrité dans notre pays. D'accord, donc mesures éducatives et coercitives. Sur le plan de l'assainissement, c'est ça, vous voulez dire? Oui. D'accord. Sur le plan de l'assainissement. Ok. Vous avez une autre contribution? Non, pour le moment, merci. D'accord, merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous disons merci à Ablassé qui nous appelle depuis Pau, c'est dans le Naouri. Donc, vous pouvez faire comme lui en appelant au 25 36 04 04 pour participer à cette émission. Donc, sur la question de l'assainissement, il ne rejette pas la faute seulement sur les dirigeants, sur les autorités, mais les populations ont une part de responsabilité. Il lui propose des mesures éducatives et coercitives. Je suis tout à fait d'accord avec
M. Ablassé, qui en tout cas fait une analyse pertinente en disant oui, il y a la part de responsabilité du citoyen. Effectivement, on le constate ça et là. Nous sommes tous interpellés, nous sommes tous responsables. Quand on voit les infrastructures d'assainissement, en tout cas construites par l'État ou souvent les municipalités, c'est devenu nos dépotoirs. Où c'est aussi le moyen pour nous, au lieu de creuser des puits perdus dans nos maisons, on fait une canalisation directe et les eaux de toilette se déversent directement dans les caniveaux. Voilà, c'est donc c'est de l'incivisme. Voilà. Et tantôt ça se bouche et c'est ça qui est justement à l'origine souvent des inondations. Et encore on va sortir crier que voilà, le gouvernement ne fait pas ci, le gouvernement ne fait pas ça. Voilà, pourtant aussi il y a notre part de responsabilité. Mais quoi qu'on dise, le premier responsable pour moi reste aussi l'administration, reste le gouvernement. Parce que quand on regarde avec les plans de lotissement et autres, souvent on ne prévoit pas des égouts ou on ne prévoit pas des lieux, des dépotoirs. Voilà. Et le citoyen est laissé à lui-même. Tu as ton sac de poubelle rempli, tu ne sais pas où aller. Les gens, ils se lèvent la nuit, ils le déversent là où ils le veulent. Donc, il y a aussi une part de responsabilité partagée. Il faut que les municipalités entrent en jeu pour montrer aussi leur intérêt. C'est vrai qu'ailleurs, c'est assorti de taxes. Voilà, la collecte des déchets, voilà, il y a des taxes pour ça, il faut payer. Et la municipalité se charge exclusivement de ça, mais le citoyen paye. Voilà, on peut réfléchir à comment, en tout cas, fournir les infrastructures adéquates. Et maintenant, quand les citoyens malgré tout ne respectent pas cela, comme il dit, voilà, on peut envisager des mesures drastiques, des mesures de coercition pour amener tout un chacun à respecter, parce que ça y va tous de notre intérêt. Donc, je pense que son analyse est pertinente. La responsabilité est partagée. Le citoyen est interpellé, tout comme la municipalité surtout est aussi interpellée pour jouer ce rôle-là d'assainissement. 25 36 04 04 pour participer à cette émission. Chrono citoyen, vous pouvez également nous envoyer des messages sur la plateforme Présimètre. Et si d'ailleurs il y a des messages des intervenants ou d'intervenantes, nous les lirons pour vous. Donc s'il y a des messages qui se signalent, nous allons les lire pour vous. Ça peut être des questions ou des contributions. Alors Monsieur Minungu, c'est vrai que sur le plan de l'assainissement, il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a le citoyen qui est interpellé, mais la réalité aussi, c'est que vous avez des poubelles improvisées comme ça, on va dire, mais quand vous avez les déchets, où est-ce que vous les acheminez? Donc les points de collecte comme on appelle ça, de déchets posent problème aussi à Ouagadougou. Exactement, et c'est un peu général sur tout le pays. D'accord, je prends Madame Tiendrebeogo et puis je reviens. Bonsoir Madame. Madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes en ligne directe. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, vous nous appelez d'où? D'accord. Ma préoccupation, et je suis à Ouagadougou. D'accord, allez-y. Ok. Je voudrais savoir s'il a été question de la revitalisation du patrimoine linguistique. Patrimoine? Et où nous en sommes? Linguistique. D'accord. Le patrimoine linguistique. Ok. D'accord. Autre question? Je vous remercie. D'accord. Donc, ça semble tout pour Madame Tiendrebeogo qui nous appelle depuis Ouagadougou. Alors, Monsieur Minungu, vous allez répondre à cette question de notre téléspectatrice. Donc, la première, avant effectivement de continuer, est-ce qu'il a été question de la prise en compte de notre patrimoine linguistique? Alors, la question des langues nationales a été posée. Et il faut dire qu'elle est en phase donc d'être en tout cas mise en œuvre. Et quand on regarde même la dénomination actuelle du ministère en charge de l'éducation, on voit qu'on est allé jusqu'à adjoindre un ministère donc de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et des langues nationales. La promotion des langues nationales. Et la promotion des langues nationales. Donc la promotion des langues nationales fait maintenant partie intégrante des politiques du Burkina Faso. Quoique cela soit donc vrai ou activé, il faut dire que la mise en œuvre. D'accord, avant de répondre à votre question, je prends Emmanuel qui nous appelle de Ouagadougou avant de revenir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, alors bonsoir Emmanuel, vous nous appelez d'où?
Oui, je vous appelle de Ouagadougou. Ouagadougou, quel secteur ou quel quartier? Bon, secteur 13. Ok, secteur 13. Alors, vous êtes en direct, vous êtes... Il est parti. Alors, on l'a perdu. Alors, monsieur Emmanuel, vous êtes prié de revenir. C'est le 25 36 04 04. Il nous appelait du secteur 13. Certainement qu'il va revenir. Alors, oui, la prise en compte du patrimoine linguistique. Voilà. Donc, le patrimoine linguistique, sa prise en compte reste encore limitée parce que, nous semble-t-il, son utilisation est encore confinée dans le cadre de l'enseignement, de l'éducation et de l'alphabétisation. Alors que c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Très important. Exactement. Donc il faut que nous brisions la barrière, qu'on accepte franchir le pas et aller vers des actions concrètes qui vont permettre de nous identifier de façon même à partir de nos langues et nous exprimer sans vraiment gêne et même aller au-delà parce que ça fait partie d'un pan de la culture. Et si on n'arrive pas à sauvegarder ou à promouvoir valablement la culture, nous allons perdre beaucoup de choses. Donc, mais pour le moment, on retient que le patrimoine linguistique est pris en compte au niveau du MENA-PNL, en abrégé. Exact. Le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales. Exact. D'accord. Ok, merci. Je pense que la question de Mme Tiendebero a trouvé réponse. Donc, on poursuit avec la question de l'assainissement avant qu'on aborde d'autres volets qui ont liés aux engagements du chef de l'État. Alors, on parlait effectivement de la disponibilité ou l'indisponibilité des bacs à ordures et même des lieux de traitement de ces ordures. Ce qui fait que quand vous allez vous rendre compte à travers la ville de Ouagadougou qu'on a des dépôts qui sont là pêle-mêle et qui polluent davantage l'environnement. Et le traitement également pose problème. Il y a quelques jours, j'étais dans les encablures de Toudoubuego où j'ai vu à côté, à proximité de la voie, et la zone où on doit faire le traitement de ces ordures. Mais on se rend compte que c'est pas la chose la plus facile et aisée qui soit. Et quand on prend à l'échelle du pays, vous allez à Bobo, vous allez ailleurs, Ouajouguia, c'est maintenant peut-être qu'on essaie de faire tant bien que mal pour collectionner les sachets. Sinon, en tant que je m'étais posé la question, mais qu'est-ce qui se passe dans la région du Nord pour que les sachets y soient de façon visible et de façon outrancière? Alors, la question du traitement des ordures est un véritable problème au Burkina Faso. Et même, je me rappelle qu'on avait suivi cet élément pour les vidangeurs des latrines, des fosses septiques, qui, malheureusement, au lieu de on aille jusqu'à la transformation de tous ces, on l'appelle entre autres de l'or, et pour que, parce qu'on peut l'utiliser pour en faire de l'énergie et autre chose. Voilà, on est là. On n'investit pas suffisamment dans cette dynamique de transformation qui peut être plus ou moins un palliatif dans certaines situations. Et en même temps qu'on ne traite pas la question des déchets, on contribue de façon plus grande à polluer encore l'environnement et à exposer les citoyens. Parce que qui parle d'environnement insalubre parle également d'environnement où la santé est à rude épreuve. Parce que c'est des choses qui sont liées. Et je vais plus loin. Nous sommes sortis sur le terrain pour visiter les cadres administratifs. Parce que quand on parle de la communauté, on occulte parfois le cadre administratif qui y prévaut. Et on va dans certains cadres de l'administration, mais on se demande, mais est-ce que véritablement on a des individus qui y vivent avec les salubrités qui y règnent, et y compris même dans certaines formations sanitaires? Allez juste pendant la saison pluvieuse ou juste après, vous allez voir l'herbe qui rivalise avec les habitants de la cour. Et bon, parfois, c'est maintenant que le ministère a pris des normes pour la construction des centres de formation sanitaire. Sinon, vous avez des centres de formation sanitaire où il n'existait pas d'incinérateur. Donc, on brûle les déchets médicaux comme ça pollue l'atmosphère. Il y a des enfants parfois qui jouent dans ces espaces et qui peuvent être contaminés
par plusieurs sortes de maladies. Donc, l'insalubrité et l'assainissement, il faut véritablement que nous serrons la ceinture et qu'on tente de renverser la tendance. D'accord, merci bien. En tout cas, on aura retenu l'engagement seul du chef de l'État dans le cadre de l'assainissement, de l'eau de l'assainissement. Son engagement seul ne suffira pas, il faudra l'implication des Burkinabés. Alors, nous allons passer à un autre sujet qui renferme beaucoup d'engagement, mais aussi qui occupe le haut du pavé par rapport aux préoccupations des Burkinabés. Il s'agit de la question sécuritaire, donc de la lutte contre le terrorisme. Alors, est-ce qu'on peut avoir le point des engagements qui ont été faits à ce niveau, Monsieur Minou? Oui, alors, comme je le disais, le président du Faso a pris 11 engagements. Et sur les 11 engagements, il y a 6 engagements qui ont été réalisés. Et le premier engagement, par exemple, réalisé, c'est la réorganisation des forces armées nationales dans toutes ses composantes sous un commandement unique. Il vous souviendra qu'avant 2015, il y avait plusieurs chefs d'état-major de l'armée burkinabé, dans l'armée burkinabé. Et le candidat Roch-Marc Christian Kaboré s'était engagé, une fois élu, à unifier l'armée sous un commandement unique. Mais il faut dire qu'on n'a pas eu besoin d'attendre son accession au pouvoir pour que cela soit acté, parce qu'à l'issue du coup d'État, les autorités de la transition avaient déjà décidé de la suppression du RSP et on se retrouvait déjà avec un commandement unique. Donc il restait maintenant à voir comment mettre en place les mécanismes qui sied pour permettre, disons, une opérationnalisation facile de la chose. Le deuxième engagement, c'est la révision du concept de la police de proximité. Cet engagement a également été réalisé et à travers donc, disons, le décret de 2016. D'accord, alors nous allons prendre M. Traoré qui nous appelle depuis la COSI avant de revenir. Bonsoir M. Traoré. Oui, bonsoir monsieur. Alors, vous êtes en direct de cette émission, vous nous appelez de la COSI, nous vous écoutons. Oui, merci bien. Oui. Je voulais intervenir sur le côté de la mise en place de la gratuité des soins. Oui. Oui. Allez-y. Bon, parce que je veux vous parler de ça parce que je suis dans la campagne un peu éloignée. Et la mise en place, vraiment, ça nous avait été bien vu. Bon, nous avons salué cette initiative. Mais maintenant, la faisabilité, nous avons rencontré beaucoup de problèmes parce que nous sommes à 35 km du chef-lieu de district. Oui, 35 km du chef-lieu de district. 35 km du district, du chef-lieu de district. Et puis, quand nous avons besoin d'un molécule de 1000 francs, souvent il n'y en a pas au CSPF. Et il faut joindre les 35 km pour obtenir ce molécule. Donc, vraiment, ça devient un calvaire pour nous. Et souvent, c'est des cas un peu graves. Et il faut vraiment activer la situation. Donc, c'est pour ça que je vais attirer votre attention sur ça, sur votre débat. D'accord. Merci bien. Merci M. Traoré qui nous a appelé de la COSI. Vous pouvez également faire comme lui en appelant au 25 36 04 04 ou en intervenant sur la plateforme Présimètre. Nous vous ferons le loisir et le plaisir de lire vos messages. Alors Dieudonné, vous l'avez compris, vous l'avez d'ailleurs évoqué en début d'émission, c'est vrai qu'on allait en venir par rapport aux questions sanitaires. L'initiative a été, la gratuité des soins a été une initiative qui a été saluée, mais sur l'application terrain, il y a de la difficulté, comme il le dit. S'il faut trimballer une ordonnance pour faire 45 ou 35 km, aller prendre un produit et revenir, parce que sur place il n'y en a pas, c'est aussi la capacité de pouvoir fournir le médicament.
Oui, c'est exactement ça, parce que quand on prend un engagement, c'est sûr qu'on s'assure de l'ensemble des moyens à mobiliser pour permettre à cet engagement qu'il soit effectif. C'est comme un droit humain, parce que il ne suffit pas de l'affirmer, il faut aussi aller de son effectivité. Il faut donc des moyens nécessaires pour accompagner. Certes, la mesure a été saluée, c'est vraiment un engagement fort, c'est une des réalisations majeures, voilà, du président Kaboré. Voilà. Mais il faut constater effectivement qu'il y a toujours un problème sur le terrain. L'accès aux médicaments ou la disponibilité des produits pose problème. Et donc, tu te retrouves avec ton ordonnance. Normalement, ça devrait être gratuit, mais il y a une indisponibilité, voilà, ou que le produit disponible n'est pas conforme à la prescription médicale, donc tu es obligé d'aller encore faire une dépense. Donc c'est peut-être que c'est aussi le temps qu'il faut à la mesure pour qu'il soit en tout cas effectif. Mais pour l'instant, la difficulté est là. Mais néanmoins, j'ai bonne foi que en redoublant d'efforts, en mettant l'ensemble des moyens, en prenant l'ensemble des critiques que les citoyens apportent et en prenant de nouvelles résolutions, ça peut contribuer effectivement à la disponibilité. Parce que quand on soulève effectivement la question de la disponibilité, en faisant un lien avec la politique de gratuité, on se pose aussi la question derrière. Et même en l'absence de cette politique de gratuité, est-ce que le produit allait être disponible? Voilà, c'est tout un système de santé. Il faut donc travailler, même si ce n'est pas gratuit, c'est de travailler à ce que le médicament ou le produit soit déjà disponible. Après, on discutera de la question de sa gratuité. D'accord. Merci. En attendant d'apprendre d'avoir également un auditeur ou une téléspectatrice en ligne, le numéro c'est le 25 36 04 04. Vous pouvez également nous écrire sur la plateforme Présimet. Nous vous ferons le plaisir de relire vos messages. Je reviens à M. Minungu qui était au deuxième engagement. Voilà, deuxième engagement. Voilà, donc j'ai tenu. Voilà, le deuxième engagement qui a été tenu, c'est... D'accord, il y a Ali qui appelle de Ouaggara. Ali, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Est-ce que je peux avoir votre nom en entier? C'est Ali quoi? Gadiaga. Ali? Gadiaga. Ok, d'accord, Ali Gadiana. Vous nous appelez de Ouaggara. Quel secteur? De Karpala. D'accord, ok. Karpala, ça peut être le 50 ou le 51. Voilà, vous êtes en ligne. D'accord, merci bien. C'était vraiment pour intervenir par rapport à la gratuité des soins. Oui, la gratuité des soins. En fait, voilà, je pense un peu, je m'explique l'expression, mais bon, on dirait les médecins qui sont un peu contre cette idée-là. Parce que souvent, vous arrivez dans les centres de santé, et les médecins, on dirait qu'ils n'adhèrent pas vraiment à ce projet. Et du coup, ça fait que parfois, vous avez l'impression que les médicaments qui sont là, ils ne veulent pas faire le nécessaire. D'accord. Donc, ça fait vraiment pour soulever cette incompréhension. Donc, pour vous, le personnel de soins n'était pas disposé à appliquer la mesure? Voilà. Est-ce que vous avez eu des cas concrets, des exemples? Oui, j'ai eu un exemple parce que je me suis entretenu avec un médecin qui disait que, bon, il a l'impression que le gouvernement ne peut pas y arriver, mais bon, il porte à le faire. D'accord. Donc, du coup, je me dis même que c'est peut-être eux-mêmes, je ne sais pas s'ils n'ont pas été concertés ou bien quoi que ce soit, mais bon, en tout cas, je vois d'un côté, en tout cas, une volonté qui n'est pas adhérée à. D'accord. Merci. Merci, vous pouvez faire comme lui en appelant au 25 36 04 04. Alors vous venez d'écouter Ali qui nous appelle de Karpala. Vous faites la veille citoyenne, monsieur Ouedraogo. Est-ce que vous avez constaté des cas où le personnel soignant n'est vraiment pas disposé à faire appliquer la mesure, donc cet engagement que le chef de l'État a pris et qu'il accomplit avec ce qu'il y a également comme force ou limite dans cet engagement? Est-ce que ça a été véritablement constaté sur le terrain?
Personnellement, je n'ai pas eu affaire à une situation pareille où j'ai senti un refus d'un personnel de santé, en tout cas refuser de mettre en application l'engagement pris par les autorités. Cependant, dans le cadre justement de la veille citoyenne, comme vous le relevez, puisque nous procédons à la collecte de données, voilà, des sondages d'opinion, et c'est le citoyen qui s'exprime. Et c'est justement dans le cadre du présimètre, on parvient souvent à donner une note au président. Voilà. Donc, dans le cadre justement des sondages d'opinion, il ressort que... D'accord. Alors, nous rejoignons Koudougou où nous attend M. Yamego Jean-Jacques. Je reviens. M. Yamego, bonsoir. M. Yamego, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Bougma. Alors, vous nous appelez de Koudougou, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Oui, merci pour cette initiative. Merci. J'ai pris l'émission en vol. Oui. Et je ne sais pas ceux qui sont sur le plateau, ils s'expriment en tant que qui, je ne sais pas. Alors, vous avez M. Roger Minungu qui est analyste des politiques publiques à Diakonia. Vous avez M. Dieudonné Ouedraogo, assistant de programme au CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. Ok, d'accord. Merci à ces personnes de ressources qui ont accepté d'accompagner l'émission ce soir. Bon, moi, mon intervention, c'était par rapport à la qualité des soins. Peut-être que, bon, c'est pas bien ciblé par rapport au thème qui est évoqué. Vous parlez de la gratuité des soins. Oui, vous y êtes, oui. Moi, je vais parler de la qualité même des soins au niveau... Oui. Supérieur. Ok. Voilà, au niveau des CHR et des CHU. On a un sérieux problème. Et je prends seulement un exemple. Si je prends l'hôpital de Tengango, il n'y a pas de scanner. Si je prends Yalagdo, personnellement, j'ai vécu des expériences à Yalagdo où je me pose la question si effectivement, à l'heure actuelle, Yalagdo a besoin toujours d'exister. Vraiment, c'est très criard. Si je suis là, des parents font venir des taxis de la ville de Ouagadougou pour prendre des patients en traumato qui souffrent déjà de fractures. Il faut les mettre dans des taxis, ce n'est même pas des moyens appropriés pour transporter des malades, pour aller en ville, pour faire des scanners et les ramener à l'hôpital. Vous voyez ce que ça fait? Et de l'autre côté de Tengango, c'est la même chose. À l'heure actuelle, est-ce qu'on peut imaginer des scènes de ce genre à Yalagdo ou à Tengango? Ça, pour ne citer que cela. Bon, la disponibilité aussi de nos praticiens, il y a toujours un problème qu'il faut revoir. Bon, tu pars à l'hôpital, on te dit, tu as besoin d'un docteur, on te dit, il faut 1 mois pour voir le docteur au CHR. Et la minute qui suit, il est disponible dans une clinique. Voilà, que tu peux le voir, moyennant ce que tu dois payer. Bon, ils sont combien sur 10 à pouvoir le faire? Donc, il faut que nos autorités le voient encore et qu'ils prennent vraiment au sérieux la question de la qualité des soins au Burkina Faso. Les populations souffrent. D'accord. Alors, monsieur Yamego, vous nous appelez de Koudougou. Alors, est-ce que vous avez une question particulière ou bien c'est tout pour ce que vous avez comme intervention?
Monsieur Yameogo est parti, donc je disais merci à Monsieur Yameogo qui nous appelait de Koudougou. Il dit qu'il a pris l'émission en vol, ça se comprend. Je rappelle pour lui, il me dit qu'il est toujours devant son petit écran. C'est le bilan de la mise en œuvre des engagements du président Roch-Marc Christian Kaboré de 2016 à 2020, et nous étions en train de parler volet par volet, compartiment par compartiment. Vous étiez d'ailleurs en train de parler des engagements sur le plan sécuritaire. Donc, comme il nous a pris en vol, certainement, je me ferai également le devoir de rafraîchir de temps en temps. Mais son intervention est bien tombée parce que ça venait à la suite des interventions dans le domaine de la santé, qui est aussi une préoccupation majeure compte tenu de ce qui se passe. Donc, je parle également, je sais aussi que ce sont des témoignages de ce qu'il a vécu, mais bon, avec la fonction publique hospitalière, cela vise aussi à recadrer par rapport au comportement aussi des agents de soins, pour qu'il y ait toujours un spécialiste, même pendant la garde, chose qu'on n'avait pas, mais la fonction publique hospitalière aussi est venue pour réguler tout ça, pour que si quelqu'un choisit le privé, qu'il s'y porte conséquemment, et s'il choisit d'être au niveau du public, qu'il se comporte conséquemment. Bon, comme dans le cas de cette émission, ce n'est pas seulement le seul sujet. Oui. Donc vous étiez au deuxième engagement. C'était pour faire la mise au point, pour que M. Yameogo et nous puissions être sur les mêmes longueurs. Voilà. Alors, vous aviez... Oui, c'est sûr. Alors, M. Koumi Moumouni, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Ouaga. De Ouaga. Quel secteur? Dassasgo. Ok. Vous dites? Dassasgo. Dassasgo. Avec les nouveaux découpages, c'est pas évident. Alors, nous vous écoutons. Monsieur, oui, allez-y. Oui, allez-y. Ah, il est là? Oui, je suis là. Oui, nous vous écoutons. En fait, il y a l'écho, en fait. Oui, allez-y. Ok. En fait, oui, bravo pour cette belle émission. True TV, c'est vraiment une télévision citoyenne. Merci. Bravo aussi à la qualité, aux intervenants, aux panélistes qui sont de très haut niveau de débat. Alors, on parlait de gratuité des soins. Moi, je voulais évoquer en fait sous un coup de gueule le fait qu'il n'y a souvent pas, de centre de santé, ou du moins l'infrastructure est là et souvent n'est pas fonctionnelle. J'en ai vu et pour moi c'est un coup de gueule. Peut-être que je peux remonter ça sur une autre tribune, mais je pense que le président, sur son mandat, gagnerait aussi à revisiter des infrastructures sanitaires qui sont construites, flambant neuves, mais malheureusement pas fonctionnelles. J'en ai vu, j'ai une preuve concrète. Et c'est où? Vous voulez que je vous dise? Ok, voilà, c'est à Swalga. Oui. Dans le département de Kando. Dans le département de Kando, ok. Voilà. Une belle infrastructure construite en faveur du 11 décembre. Non réceptionnée, si je ne me trompe pas, à la date d'aujourd'hui. Non fonctionnelle parce qu'il n'y a pas de logement pour le personnel médical quand on sait que c'est un village, voilà. Et l'infrastructure est flambant neuve, avec des incinérateurs, avec un forage, maternité, vraiment, je vous dis, flambant neuf et non fonctionnel. D'accord. Alors, voilà, donc c'est en même temps un coup de gueule. Je sais que peut-être qu'il en existe un peu partout dans le Burkina, mais en tout cas, pour ce que je vous dis, c'est vrai, et je voulais interpeller par cette tribune-là, je voulais interpeller, voilà, qui de droit. Et merci pour cette émission. Merci beaucoup. Alors, merci. Vous pouvez également appeler au 25 36 04 04 pour prendre part à cette émission. Alors, à ce rythme, est-ce que vous allez pouvoir finir avec les engagements? On revient à M. Minoungou, mais c'est un coup de gueule qui est pertinent. Voilà, tout à fait. Oui, parce que c'est aussi bien la qualité des soins que la disponibilité des soins et la disponibilité des agents. Voilà. Et bon, quand on dit des soins, il y a les agents, parce que les choses sont liées. On ne peut pas avoir des qualités
des soins de qualité, si le plateau technique est défaillant ou inexistant, si les agents de santé ne sont pas qualifiés et performants, et si les consommables, tout ce qui est vrai, sont manquants. Et ce que M. Komi vient de dire, c'est vrai, nous, dans les sorties terrain, on en constate. On voit des bâtiments qui sont arrêtés, on demande oui, mais on dit oui, c'est achevé, on attend une cérémonie. Voilà, c'est comme si au Burkina nous aimons les cérémonies pour aller inaugurer un bâtiment alors que la population en a besoin pour s'en servir. On laisse le bâtiment pendant 6 mois, 7 mois, une année. Et on a des agents de santé, au lieu de les déployer à ce niveau, parce qu'on en attend la cérémonie officielle. On attend la cérémonie officielle. C'est-à-dire que le parrain n'est pas disponible. Oui, voilà. Donc, on l'a constaté, et on a aussi noté que il y a eu beaucoup d'inaugurations d'infrastructures à l'approche de la période électorale. Donc, est-ce que c'était une forme de communication pour appâter davantage l'électorat ou pas? Oui. Donc, il faut, nous semble-t-il, dissocier l'action politique d'avec l'action vraiment pertinente qui valorise ou qui profite à la population. Parce que les soins de santé ou l'éducation, on n'a forcément pas besoin de faire tout un cérémonial pour dire qu'on peut piquer des gens dedans. D'accord. Alors, M. Minungu, nous allons vous permettre de revenir maintenant à l'engagement numéro 2 qui a été tenu. Oui, c'est sécurité. Nous allons vous demander d'aller vite parce qu'il y a les autres secteurs qui attendent. Oui. Voilà, allez-y. Donc, c'est vraiment la révision du concept de la police de proximité qui avait été déjà, disons, consacré. Alassane Guiro qui nous appelle de Koudougou, à un moment donné, nous serons obligés peut-être. Alassane, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez de Koudougou. Oui. Allez-y, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Oui, il n'y a même pas le problème. Ok, allez-y. Voilà, donc bon, moi, je voulais participer à l'émission là. Oui, vous y êtes déjà. Voilà, parce que moi je suis à Koudougou, mais précisément à Ramongo. Ah, Ramongo, ok. Voilà, mais bon, depuis je suis là-bas au moins sur une année. Oui. Voilà, mais moi je travaille particulièrement au niveau du péage. Ok, le péage. Mais je suis venu là-bas, je sers au moins 7 ans là-bas. Mais moi-même, je dors particulièrement 1 an à Ramongo, mais apparemment, au niveau du dispensaire, là, il n'y a même pas d'électricité. Voilà. Il n'y a pas de? Il n'y a pas d'électricité. D'accord, ok. Voilà, le dispensaire là est noir. Voilà, et puis, gratuité là aussi, bon, je peux dire même que quand on parle, même que ce soit au niveau du CHR ou du moins au niveau de quoi que ce soit, c'est les paracétamol, tout. Bon, en réalité, et puis le recrutement au niveau même, quand le président a dit qu'il veut faire quoi là-haut. Pourquoi ne pas, quand ils ouvrent même les écoles privées là, et pourquoi ne pas faire au moins les recrutements là, beaucoup, pour que au moins ceux qui ont fini de faire les formations, ils sont là assis. Quand on peut faire le recrutement pour une année, le nombre là 40, 50, 100. Bon, moi je vois que c'est pas bien de faire ça. Voilà. Et puis beaucoup de dispensaires là même, c'est même pas clôturé. Là où moi je parle là même, il n'y a même pas une clôture. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution. Donc, Ramongo, c'est... Je vois ça. D'accord. Côté sécuritaire aussi, même chose. Quand c'est noir là, on est exposé à tout. Voilà. Merci. D'accord. Voilà, et bonne suite. Ramongo, c'est dans le Burkindé, le centre de santé. Dans le Burkindé, précisément dans le Burkindé, après 15 km de Koudougou. Oui, en partant sur l'axe Koudougou-Ouaga. L'axe Koudougou-Ouaga en passant par Poix. Voilà, centre-ouest. D'accord. Donc, à Ramongo, le centre de santé n'a pas d'électricité. C'est sa préoccupation parce que ça joue sur la qualité des soins, mais aussi sur la sécurité de ceux qui sont sur les lieux. Alors, vous allez aller très rapidement. On ne pourra pas rentrer dans les détails par rapport aux engagements. Vous allez citer les engagements qui ont été tenus pour qu'on puisse passer à un autre gros morceau des engagements du président. Oui, le troisième engagement tenu, c'est l'organisation du Forum national sur la sécurité. Oui. Et cela a été
acté depuis 2017 et le forum a produit des recommandations. Et donc, justement, certaines des recommandations tendaient à dire qu'il fallait avoir une politique de sécurité intérieure et autres. Donc, la mise en œuvre de ces recommandations qui tardent à venir fait que, bon, même si l'engagement était tenu, il y a encore des aspects à améliorer pour son effectivité. Il y a également l'engagement qui visait à mettre en place un organe de coordination des forces de sécurité qui a été acté depuis mai 2017. Donc, voilà un peu, et je suis déjà combien à 4. Oui. Voilà. Il y a par exemple, pour peut-être aller vite, l'engagement qui n'a pas été réalisé. On a parlé par exemple de l'affirmation de la place et du rôle constitutionnel de l'armée. Alors, cela n'a pas encore été acté parce que le projet de constitution de la 5e République n'a pas encore été adopté. Et on se demande, est-ce que le projet va être adopté suivant les formulations qui ont été faites et en conservant et les aspects tels que mentionnés. Donc il faut une veille pour s'assurer que les choses se passent bien. Il y a par exemple la définition d'une politique et d'une stratégie nationale de sécurité intérieure. J'ai parlé tantôt de cela. On a remis le document au chef de l'État, mais pour le moment, cette politique n'est pas véritablement adoptée. Donc il ne suffit pas d'avoir un document, il faut qu'il soit validé et qu'il soit opérationnalisé. Il y a également la révision de la politique nationale de la défense. Ça a été aussi fait, mais voilà. Donc on parcourt un bout de chemin. C'est comme si on met un peu aux oubliettes en attendant un moment favorable ou bien voilà, qu'on bouscule pour revenir à la charge. Donc voilà un peu un bilan, par exemple, des engagements sur la sécurité et la défense, et conformément aux engagements pris par le président du FASO. Nous notons que sur ce volet, le chef de l'État a respecté 6 engagements sur les 11 qu'il a pris. Alors que nous allons évoluer également dans le domaine, mais cette fois-ci on va revenir au social. Vous voyez que les questions de santé occupent également une bonne place. Il y avait là 24 engagements qui avaient été pris dans le domaine de la santé. Je rappelle que cette émission est une tribune de bilan de la mise en œuvre des engagements du président Roch Marc Christian Kaboré de 2016 à 2020. Nous venons de laguer la question sécuritaire. Sur le plan de la santé, il y a 24 engagements qui avaient été pris. Il y a combien qui ont pu être respectés? Est-ce que vous avez pu faire un bilan à ce niveau? Alors, en juin, nous avions fait un bilan, mais à la date du 31 décembre, nous n'avons pas, jusqu'à l'heure où je vous parle, nous ne disposons pas des données actualisées. D'accord. Parce que, je prends M. Badolo Yacouba qui nous appelle. Bonsoir, M. Badolo. Oui, bonsoir, M. Bougma. Alors, vous êtes à l'émission, vous nous appelez d'où? J'appelle actuellement de Koudougou. De Koudougou, ok. Vous êtes je voulais participer à l'émission. Merci, vous êtes en direct, vous pouvez aller. Merci beaucoup pour la parole donnée. Oui. Par rapport à la politique définie, pour dire qu'il y a beaucoup de failles actuellement. Moi je connais un peu le système. Et je suis vers la frontière du Mali, vers la Kossi. Actuellement, je suis à Koudougou. Par rapport à cette politique-là, il faut dire que il y a vraiment le problème avec la gratuité des soins. C'est là? La gratuité des soins. La gratuité des soins. Voilà. Le système a tellement vidé les dépôts pharmaceutiques et qu'il n'y a même pas actuellement de produits pour servir la population. Et les parents ils viennent, absolument ils n'ont rien, c'est les structures privées qui en profitent, quoi. La gratuité des soins n'arrive même pas les populations vulnérables. Voilà, la vie que le paracétamol qui est là, et quand les parents arrivent, c'est ça seulement qu'on les donne. Donc maintenant, ceux qui sont à côté, qui sont dans les pharmaceutiques privées, ça fait des prescriptions qui dirigent vers les structures privées. D'accord. Donc, le système actuellement, le gouvernement n'arrive pas à rembourser les frais rapidement. Il faut au moins 4 mois, 5 mois, pour dire une année après, pouvoir rembourser. Et ce qui fait que le système, ça tourne très mal. D'accord. Donc, pour rembourser les frais qui ont été engagés dans le cadre de la gratuité. Voilà. D'accord.
Ok. Et bon, vous allez appeler le monsieur qui est un peu à votre gauche. Monsieur Menungu. Voilà, monsieur Menungu qui parle des infrastructures de l'État. Il faut attendre des activités pour pouvoir ouvrir. Franchement, c'est vraiment désolant, mais il faut qu'on en parle parce qu'actuellement, il y a des bâtiments d'État qui sont là. Voilà, on ne peut même pas loger même les gens de santé. Et quand on te loge là-bas au moins 2 mois, 3 mois, on te refuse même de te donner le non-logement. Mais pourquoi on ne peut pas loger? On ne peut pas loger parce qu'on n'a pas organisé une fête pour voilà. Ce n'est pas encore inauguré, ils n'ont pas encore coupé le ruban. Voilà. Alors, on ne peut pas loger parce que le parrain n'est pas encore disponible, il faut l'attendre. Et il faut l'attendre. D'accord. Donc, voilà, le bâtiment est là, c'est des souris qui vont prendre habitation là-bas. Et en fin de compte, le bâtiment va se dégrader. D'accord. Le bâtiment va se dégrader et actuellement, on a réuni les structures de santé là, aux communes. Les communes n'arrivent même pas à réparer les structures sanitaires, les bâtiments. D'accord. Alors, monsieur Badolo, nous vous aurons compris. Nous sommes obligés de vous interrompre parce qu'il y a d'autres téléspectateurs qui vous attendent. Merci pour la contribution, on l'aura compris. Il faut également faire rapidement ces inaugurations, même s'il faut réceptionner avant de venir inaugurer après, pour que, comme il le dit, à un moment donné, quand le bâtiment n'est pas utilisé, après il faut entretenir, il faut nettoyer, et puis bon, ça demande également d'autres coups de peinture, parce que si les choses souriantes, le décor change. Oui. Alors, je disais que quand on regarde au niveau de la plateforme Présibet que j'ai sous mes yeux, dans le domaine de la santé, le chef de l'État avait pris 24 engagements. Vous dites que vous avez fait un premier bilan en juin 2020. Maintenant, vous n'avez pas le dernier bilan par rapport au respect des engagements qui ont été pris. Il y a 24 engagements. 24 engagements, et en juin, on avait une dizaine d'engagements réalisés. Sur les 24. Voilà. Et l'un des engagements justement phare qui revient, comme vous le constatez vous-même, c'est la gratuité des soins, et qui a été acté en avril, et avec une phase pilote jusqu'en juin, et après un passage à l'échelle à la fin de l'année. Mais on nous note, parce que quand nous faisons le suivi, et comme nous l'avons dit, au-delà de voir que l'engagement a été acté, on regarde l'efficacité et la pertinence et l'effet que ça produit. Okay. Et nos sorties, par exemple, ont montré effectivement, comme les téléspectateurs le disent, qu'il y a énormément de difficultés liées, par exemple, à l'approvisionnement des dépôts des dépôts de médicaments essentiels génériques. Exactement. Oui. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, quand nous avons approché les acteurs, nous avons compris que dès le démarrage, on avait fait un prépositionnement des fonds pour permettre aux formations sanitaires de pouvoir fonctionner correctement. Malheureusement, dès qu'on a généralisé, on a changé la formule qui consiste à dire aux formations... Une minute, il y a M. Bambara qui est en ligne. M. Bambara, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous nous appelez d'où, M. Bambara? Donc, quel secteur? Secteur 11. Secteur 11. Allez-y, vous êtes en direct. Oui, bonsoir. Je vous appelle de Ouagadougou. Oui, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Ok. Voilà. On est en train de parler des engagements du président. Allô? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Nous parlons de l'engagement du président. Voilà. Les engagements. Voilà, les engagements du président. Oui. Voilà. Maintenant, c'est que... On l'a perdu. Monsieur Bambara qui nous appelait du secteur 11, on l'a perdu. Nous allons revenir. Donc, très rapidement, sur le domaine de la santé, vous étiez en train de conclure que les ruptures sont plus ou moins liées à la démarche suivie. On est passé d'une politique de prépositionnement de fonds pour permettre aux formations sanitaires de mettre de façon efficace en œuvre la politique vers un mécanisme de remboursement. Ce qui fait que les dépôts qui n'arrivent pas à générer les fonds sont obligés de travailler sous perfusion, entre guillemets. C'est-à-dire ils vont commander leurs produits
ils vont attendre près de 6 mois avant d'être remboursés et encore, on ne rembourse pas la totalité des fonds dépensés, on fait des réductions et ça grippe la chaîne. Alors, on ne peut pas faire une bonne politique de gratuité des soins en ayant des insuffisances pareilles dans le système. En même temps, on ne peut pas faire une bonne politique de gratuité des soins lorsque la qualité n'y est pas. Parce que quand on va, le détenteur de droit va à la formation sanitaire et pour toute maladie, on te sert le paracétamol, ça joue d'abord dans le subconscient. Donc c'est devenu pratiquement le produit le plus connu. Exactement. Et ça pose problème. D'accord. Alors je rappelle que vous pouvez appeler au 25 36 04 04 pour participer à cette émission. Vous pouvez également nous écrire sur la plateforme Présimètre. Nous allons lire votre message ou bien votre question. Alors cette émission passe également sur la radio Watt FM. Le code d'accès c'est 100.8, la radio Watt FM qui émet depuis Ouagadougou. Vous pouvez également nous suivre sur TVC en direct sur l'application, mais aussi sur l'application de la radio. Il y a M. Sow qui est en direct. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, oui, la famille. Oui, ça va et chez vous? Oui, ça va très bien. Dieu bénisse le Burkina. Ok, merci. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Ouagadougou. Oui. Au secteur 39. D'accord, allez-y. C'était par rapport à la route nationale numéro 4. Oui. On avait vu, on a fait des lancements, c'est-à-dire c'est la route qui quitte Koupela, Gunguin, oui, à Fadang, Gourmand, frontière Niger. Oui. Voilà, on avait fait les lancements, ça fait 4 mois. Et ils avaient indiqué à 3 entreprises qui ont eu le marché, mais jusqu'à présent on ne voit rien. Malheureusement, la route aussi est tellement dégradée que quand vous quittez aujourd'hui à Ouaga à 6 heures, vous serez à Kantari pratiquement vers 18 heures. Maintenant, on se posait la question, si on est oublié ou on ne comprend rien. D'accord, ok. Voilà, on voit aucune machine. Chaque fois pour aller là-bas, c'est clairement un calvaire. D'accord. Ouais, c'est un calvaire vraiment. La route est vraiment dégradée. Pourtant ça, je crois que c'est l'une des seules routes qui mène à 2 frontières. À partir de Fada, on peut aller au Bénin. Cette route aussi est dégradée. Et à partir de là-bas, on peut aller aussi vers le Niger, à Kantari, elle aussi elle est dégradée. D'accord. Voilà, donc ils ont dit ça a été attribué, il y a eu le lancement, bon, mais jusqu'à présent, on ne voit rien. D'accord. Voilà. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci, vous nous appelez. Bonne soirée à vous aussi. Merci bien. Voilà, merci. Vous pouvez nous joindre au 25 36 04 04. C'est sur Watt FM et c'est sur également la télévision True TV. Il y a aussi les plateformes web qui existent. Donc, il y a une application Watt FM et une application True TV qui donne ouverture sur le site internet des 2 médias aussi. Vous pouvez nous écrire sur à partir la plateforme de l'initiative Présimètre. Alors la question de son intervention, l'intervention de M. Sow ouvre aussi la brèche pour que je vous pose la question de savoir est-ce que les questions d'infrastructure sont regroupées dans un lot d'engagement? Ah oui, et l'infrastructure routière. Exactement. Dans le cadre du programme Présimètre, nous n'avons pas fait spécifiquement un suivi de ce volet. Mais cela également faisait partie des engagements du président, le désenclavement et la réalisation d'infrastructures routières. Et moi-même qui vous parle, j'étais sur cette voie le week-end dernier et j'ai vu effectivement tout le calvaire. Mais je me suis posé aussi la question, pourquoi depuis le lancement, je n'ai même pas vu un bulldozer à proximité de la voie. D'accord, vous confirmez les propos de M. Sow. Nous allons directement dans la cité de Navakango. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes... oui, bonsoir. Vous nous appelez depuis Waïguéa? Oui, allô? Oui, allô, vous êtes en direct, monsieur. Ok, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. C'est monsieur? Oui, j'appelle de Waïguéa, je suis monsieur Zraou Mamoudou. Ok, oui. Oui. Ok, et moi j'appelais par rapport à l'ONEA. Oui. Et bon, je ne sais pas si la promesse du président Zéro Corvée 2 là, oui. Bon, Waïgué faisait partie ou pas. Le Zéro Corvée 2, c'est à l'échelle nationale, c'est tout le Burkina. Je me rappelle qu'il y a eu un 8 mars où une des dames de Waïgué a eu à poser la question au président directement. Ah d'accord, ok. Donc la dame a eu à poser la question au président, à savoir
à quel niveau le projet se trouvait. Et je me rappelle que le président l'avait reproduit comme quoi le projet, au niveau de ce projet-là, on devrait faire un financement annexe. Ou bien, bon, je ne sais pas c'est quel genre de financement qu'il fallait faire. Toujours est-il qu'il fallait encore trouver de l'argent pour pouvoir aboutir au projet. Bon, maintenant, jusque-là, à Ouagadougou, tout le monde souffre par rapport à ça. D'accord. Ok, c'est un engagement en tout cas qui a été, voilà, merci. Cet engagement zéro corvée d'eau, c'est clair qu'il n'est pas atteint. Voilà, donc vous dites que les questions d'infrastructure routière, de désenclavement n'ont pas été regroupées dans un lot d'engagement, mais en même temps sa question renvoie aux questions d'eau, hygiène et assainissement où le chef de l'État avait pris 12 engagements. Exactement. Alors 12 engagements, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui a été atteint en ce qui concerne les 12 engagements? Alors, vous avez pu faire un bilan à ce niveau? Oui. Alors sur la question de l'eau et l'assainissement, les 12 engagements pris par le président, on peut quand même noter qu'il y a eu beaucoup d'engagements dans le domaine qui ont été réalisés, mais avec beaucoup également d'insuffisance. Vous voyez déjà qu'on vous parle de zéro corvée d'eau qui n'est pas atteint, et je vous expliquais que même la promesse du président qui visait à atteindre 100% d'accès à l'eau potable a été révisée, sinon réduite, pour les alliés aux ODD. Et ensuite, sur le plan programmatique, cela aussi a été réduit. Donc ça montre un peu, comme je le disais, une incohérence, mais aussi l'absence d'ambition. Et ça fait aussi voir que les politiques qui sont développées ne sont pas suffisamment solides pour permettre d'assurer à tous les citoyens burkinabés un accès à l'eau potable et de l'eau même de qualité. Et quand on va prendre par exemple la réalisation des forages, on a dépassé largement le nombre de forages prévus. Donc sur le plan forage, c'est largement dépassé. C'est largement dépassé. Maintenant, il y a d'autres questions qui s'adjoignent. Parce que parfois, on dit oui. Et justement, quand vous regardez, vous allez voir que les chiffres, les statistiques varient. Parce que, par exemple, le ministère de l'eau et de l'assainissement fait ses comptabilisations suivant une périodicité et avec des critères. Et vous allez voir en même temps que peut-être le bureau chargé du suivi des engagements du président, qui fait un autre suivi, il va vous donner d'autres statistiques. Parce que pendant que nous sommes en train de parler d'un taux d'accès de 76% à l'eau potable, au niveau du bureau du suivi des engagements, on est pratiquement à plus de 90%. On se demande mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à quel niveau? Alors nous sommes effectivement à 74-75% de taux de réalisation d'accès à l'eau potable. Et à combien par rapport aux 12 engagements qui ont été pris, combien ont été respectés? Par rapport aux 12 engagements qui ont été pris, on a 8 engagements qui ont été réalisés. Mais comme je l'ai dit, c'est avec des insatisfactions. Parce que c'est pas de façon véritablement efficace et ça ne permet pas aux populations d'atteindre effectivement la jouissance effective de leurs droits. D'accord. Merci bien. Alors, monsieur Ouedraogo, que vous observez bien, les intervenants ne sont pas contents, des engagements ont été pris mais n'ont pas été respectés. D'autres ont commencé à être mis en œuvre et rapidement la réalité du terrain a rattrapé. Alors, nous sommes curieux de savoir comment est-ce qu'on prend des engagements et après l'application pose problème. Est-ce qu'on n'a pas suffisamment mûri les choses ou pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à tenir ces engagements dans ce contexte burkinabé? Est-ce qu'il y a une explication que vous avez pu avoir à l'échelle du terrain? Merci beaucoup pour cette question. Il faut partir même de l'origine du PNDS. C'est vrai, c'est un référentiel national de développement. Alors, il y a M. Traoré qu'on avait perdu qui revient. M. Traoré, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonne arrivée, bon retour. Voilà, je m'excuse parce que je sais qu'il y a beaucoup de lutteurs. Oui, allez-y. Mais je voulais intervenir avec une infime sagesse. Oui. Oui, c'est peut-être la suprématie a toujours une grandeur qui fait que souvent la mise en place de certaines choses ne peut pas marcher. Et moi j'allais aimer qu'il sonde un peu jusqu'aux profondes provinces et des communes pour voir ce qui va avec la population. Voilà, parce que quand on parle de plan sécuritaire,
on a parlé de police de proximité depuis 2017 ou bien c'est 2016. Oui. Oui, les villages ont installé les polices de proximité et ils avaient demandé à ce qu'un agent ou un militaire ou gendarme, policier vienne les assister à chaque mois. Et cela n'a jamais vu le jour jusqu'aujourd'hui. Et même au moment où je vous parle, dans notre village, il n'y a plus cette police de proximité, alors que nous sommes dans une zone rouge. Oui, donc, vous êtes dans la Kosi. Voilà. Donc nous sommes encore plus copérisés vers l'ouest de la province, qui est frontalier du pays voisin. D'accord, nous on vous aura compris, on a compris votre préoccupation. C'est le retour effectif de la police. Je remercie votre initiative parce que ça peut amener beaucoup de choses au pays. Merci M. Traoré. Alors, on l'aura compris, donc il plaide pour le retour de la police de proximité dans leur localité. Alors, je reviens avec vous par rapport, au non-respect des engagements. Voilà, donc je disais que voilà, le PNDS, c'est un référentiel national élaboré à la suite des promesses de campagne et de l'élection du président Roch Kaboré. Et vous avez suivi au départ avec la nomination du premier ministre qui a été acteur justement de ce PNDS avec la conférence de Paris pour mobiliser les milliards, les milliards justement pour soutenir. Parce qu'on est parti, on n'a pas évalué nous notre potentialité, combien nous on a comme moyen pour financer. On est allé du principe que nous avons un nouveau gouvernement, nous avons un nouveau exécutif. Allons-y auprès des partenaires internationaux pour voir comment ils sont disponibles à accompagner un pays comme le Burkina Faso qui vient présenter un référentiel PNDS. Il y a eu des promesses, mais ces promesses ne sont pas forcément suivies de réalisation. Aussi, et même ceux qui ont fait des promesses claires et qui savent que ça va aboutir, il y a aussi la longueur, le temps que ça met pour formaliser un accord de prêt ou un accord de don. Voilà, il y a tout cela. Pourtant, on était déjà dans la phase opérationnelle. On a promis, on fera cela. Et derrière, les moyens n'ont pas suivi. Donc, je pense que cela fait partie. Nous irons à Bourmo, où nous attend M. Sawargo Issa. Bonsoir, M. Sawargo. C'est au programme des ASBC là. Oui. Ça fait une année qu'on ne nous paye pas. Quel programme? Oui, les agents de santé à base communautaire. Oui. Jusqu'à présent, donc ils ont mis ça en œuvre, mais je ne sais pas le problème. Ça fait une année que vous n'êtes pas payé. Oui. D'accord, ok. Merci, c'est une interpellation. Je voudrais savoir aussi le problème. D'accord. C'est une interpellation que nous notons. Après, nous verrons si M. Minouan a entendu parler et de quoi est-ce que nous ça retourne. Merci bien à M. Sawargo qui nous appelait depuis Boromo. Alors, M. Ouedraogo, donc il y a le fait que les promesses de financement ne sont pas arrivées à temps ou ne sont même pas arrivées, qui peut être une des raisons qui a justifié ce revirement-là, empêchant la réalisation des engagements. Autre chose aussi, c'est la manière aussi d'élaboration de la politique nationale de développement économique et social. Il faut savoir que le document, on a fini d'élaborer le document avant de descendre sur le terrain pour son appropriation, sa présentation dans toutes les régions. Vous avez suivi les responsables à l'époque qui ont fait le tour des régions et même dans certains pays pour présenter l'instrument. Pourtant, nous sommes dans une phase où on parle de gouvernance participative. En fait, la démarche pourrait être autrement. On a expérimenté le PAS, programme d'ajustement structurel. On a expérimenté la SCAD, stratégie de croissance accélérée pour le développement durable. Et tout ça, ce sont des instruments qui ont été élaborés de la même manière. Ça veut dire, c'est un laboratoire, ce sont des experts qui se réunissent, qui disent oui, les Burkinabés ont besoin de ça. Pourtant, actuellement, après avoir expérimenté autant de référentiels que ça n'a pas forcément marché, c'était d'inverser la procédure. On part sur le terrain, qu'avons-nous besoin? Qu'avons-nous comme potentialité? Qu'avons-nous comme opportunité? Qu'avons-nous comme moyen? Et
en répondant à ces questions, commune par commune, on essaiera justement de recenser. Voici le besoin des Burkinabés, voici ce que les Burkinabés ont comme besoin, et voici ce que les Burkinabés ont comme moyen, voici ce qui nous manque. Et donc sur la base, ça peut même être une participation citoyenne. Sur la base de ce qu'on a comme moyen, on part maintenant pour chercher le gap, ce qui manque pour compléter à la réalisation de... Mais ça n'a pas été comme ça. Donc, toutes ces raisons pour moi ont contribué à ralentir ou à empêcher la réalisation de ces engagements. Quand on voit les citoyens, les téléspectateurs qui posent beaucoup de questions sur le volet social, j'aurais bien aimé que les responsables du PNDS soient là pour souvent répondre à certaines questions pratiques. Parce que par moment, on vous donne des statistiques, on vous donne des informations pour dire oui, on a réalisé cela, on a réalisé cela. Pourtant, la réalité du terrain est tout autre. Voilà, il parlait tantôt des forages. Vous savez, il y a une comptabilité au niveau des forages et une durée de vie. Maintenant, on arrive, on comptabilise tout ça, on dit ça fait partie de nos réalisations. Pourtant, en un an après, le forage a atteint sa durée de vie. Normalement, on devait être déclassé. Donc, si réellement on va procéder même au déclassement, on se rendra compte que ce taux de 74% dont M. Minouou faisait cas, peut-être on n'a même pas atteint ce taux. Donc, il y a un sérieux problème. Le Burkina a besoin de développement. Le Burkina, les citoyens attendent encore. Maintenant, c'est comment nos politiques, c'est comment nos acteurs impliquent les citoyens. Voilà, faire participer les citoyens pour qu'on aille ensemble chercher. Il ne faudrait pas venir avec un bâton magique. Voilà, on connaît tous les réalités de notre pays. Mais il y a aussi des démarches à suivre. Et on devrait changer la gouvernance, la manière de gouverner. On devrait changer la gouvernance. M. Bambara nous revient. Bonsoir, M. Bambara. Bonsoir. Oui, M. Bambara, nous vous écoutons. Oui, je vous écoute. Voilà. Maintenant, je suis à l'écoute parce que j'ai suivi le débat. Oui, M. Bambara, j'ai suivi le débat. Allô? Oui, vous êtes en direct, nous vous écoutons, allez-y. Ok. Voilà, moi, c'est Bambara Yam, j'ai suivi le débat. Oui. Puis bon, moi, je voudrais amener mon apport. Parce qu'on a parlé de gouvernance participative. Maintenant, dans la gouvernance participative, là, les gens ont toujours réclamé. Maintenant, dans cette réclamation, qu'est-ce que la population fait? C'est quel apport nous on fait pour aider ce gouvernement-là? Maintenant, si on veut toujours réclamer, ça va nous aboutir à quoi? Il faut que les gens se mettent dans la tête comme on n'a pas toujours réclamé. On doit aussi se mettre la main dans la pâte. Même les paysans du dernier village doivent se dire que le développement de ce pays-là nous concerne. Voilà. Maintenant, comme ça nous concerne, nous, on va faire comment pour développer ce pays-là? On ne peut pas attendre tout du gouvernement. Il y a des gens qui ont des milliards qui peuvent proposer des projets pour aider ce pays. Maintenant, tous les jours, on dit que l'État n'a pas fait ça. Mais nous, on a fait quoi? D'accord. Ok. Le développement citoyen. Monsieur Bambara. Nous devons rentrer dans le développement citoyen. Voilà. J'appelle tous les Burkinabés à rentrer dans le développement citoyen. D'accord. Je vous remercie. Merci, monsieur Bambara, on aura compris. Vous insistez sur voilà, merci, la responsabilité du citoyen. Alors, on ne cessera jamais de le dire. D'ailleurs, en début d'émission, vous l'avez dit, la responsabilité du citoyen est pleine et entière dans l'atteinte également des objectifs et dans un certain nombre de choses, notamment dans la question de l'assainissement. Voilà, ce n'est pas un ministre ou bien un député ou un élu qui viendra balayer devant la porte de chacun. Donc, il y a aussi ce minimum de travail à faire et après il faut faciliter aussi l'acheminement des déchets, on en a parlé. Merci à M. Bambara. Alors, donc je reste à vous par rapport, vous étiez en train de donner les limites, les choses qui ont fait que c'est très difficile d'atteindre les résultats, de remplir les engagements. Oui. Un bailleur a fait l'engagement de venir pour aider à remplir tel engagement, il n'a pas pu venir. Bon, on constate les choses restent en l'état, ce n'est pas fait. Et puis aussi, il y a la méthodologie. Alors, est-ce qu'il y a une autre limite que vous avez décidé que vous voulez ajouter? En termes de limites, autre limite, personnellement, c'est aussi, il faut dire, l'implication de tout un chacun. L'autorité est chargée même d'implémenter la politique. Voilà. En fait,
c'est confié à un secrétariat permanent qui a été mis en place et pour suivre ou pour en tout cas contribuer à la réalisation. Mais c'est comme si c'est une entité, à un moment donné, une entité à part qui conduit, qui s'intéresse à ce que le PNDS soit vaille que va réaliser. C'est comme si quelqu'un qui défend son poste ou quelqu'un qui défend une réalisation. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas eu forcément une grande mobilisation, peut-être due à l'incompréhension du PNDS par l'ensemble des acteurs qui devraient participer à sa mise en œuvre. Donc, peut-être aussi, il y a cela. L'incompréhension du PNDS faisait aussi partie des limites ou des obstacles qui ont entraîné la non-réalisation d'un certain nombre d'engagements. D'accord, ok. Merci. Alors, monsieur Minungou, dans le domaine de la sécurité alimentaire, il y avait 7 engagements. Alors, est-ce que ces 7 engagements ont pu être tenus? Alors, encore une fois, la réalisation est mi-figue, mi-raisin. On n'a pas pu réaliser tous les engagements. On a autour de 4 engagements seulement qui ont été tenus. Dans le domaine de l'hygiène et la sécurité alimentaire. Et dans le domaine de la formation des jeunes, il n'y avait que 4. Il n'y avait que 4. Et quand on analyse, on a véritablement 2 qui sont réalisés. Ah oui, 2 sur 4. Oui. Par exemple, quoi par exemple? Oui. Quand vous allez voir, on vous parle de la réforme institutionnelle même de l'approche et pour la formation et l'emploi des jeunes. Ouais. Mais quand vous prenez cela, en termes d'analyse, on se rend compte que oui, il y a eu des efforts de regrouper les fonds, par exemple, au profit des jeunes, mais l'efficacité pose problème. Moi qui vous parle, j'ai un petit frère qui a par exemple postulé pour les financements jeunes depuis 2017, mais il n'a eu ses fonds qu'en 2020. Comment ça peut s'expliquer dans un état normal qui veut vraiment travailler sérieusement? Voilà. On prend des fonds, on donne à des gens qui parfois n'ont pas envie de réaliser des actions pour devenir effectivement, comme on aime l'appeler, des entrepreneurs. Il faut peut-être revoir tous les mécanismes. Et la prolifération des fonds finit par faire confusion. On ne sait plus, est-ce que c'est une subvention, est-ce que c'est un prêt? Voilà. D'accord. Il y a aussi au niveau de la promotion de l'environnement, 5 engagements qui avaient été pris. Quel est l'état du respect des engagements à ce niveau? Encore une fois, c'est insuffisant. On est à 3. Voilà. 3 sur 5. Et la promotion de la femme, là, on est à 6 engagements. On est à 6 engagements. Alors, et la particularité, par exemple, des engagements au niveau de la promotion de la femme, il y a plusieurs sous-engagements à l'intérieur. Ce qui fait que quand on analyse, à la fin, on se demande, faut-il dire que l'engagement était tenu ou pas? Parce que c'est très partiel. Et je donne un exemple. Quand on dit promouvoir l'autonomisation économique de la femme, à l'intérieur, vous avez la mesure qui visait à ramener les financements au FARF. Donc il y a des sous-engagements à l'intérieur, ce qui fait que ça complexifie. Mais néanmoins, on note qu'il y a eu des efforts qui ont été faits et il faut quand même renforcer et revoir un peu la méthode, parce que ça complexifie les approches. D'accord. Et ça ne rend pas efficace la mise en œuvre. Alors le référentiel qui va conduire de 2021 à 2025 est en pleine rédaction. Monsieur Ouedraogo, est-ce que vous attendiez à ce qu'il y ait de l'amélioration dans l'approche ou dans le contenu, ou par rapport à un certain nombre d'engagements qui n'ont pas été pris en compte et qu'on pourrait reconduire? Oui. Je pense que on a. Je le dis parce qu'on ne va plus prendre le téléphone et nous sommes pratiquement vers la fin de l'émission. Il nous laisse que quelques minutes. Oui. Donc nous allons revenir pour se centrer. Okay. Alors oui, on a soulevé tout à l'heure des insuffisances ou des obstacles, en tout cas selon nous, qui ont sans doute contribué à la non-réalisation des engagements. Je disais tantôt que si le PNDS, les responsables du PNDS étaient là, on allait encore plus davantage d'informations sur ce qui a manqué. Voilà. Mais pour le nouveau référentiel justement en cours d'élaboration, vous l'avez dit, en cours d'élaboration, les observations qu'on a formulées sont déjà en partie non prises en compte. Parce qu'il y a la poste participative qui est importante. Qui n'est déjà pas là. Voilà, qui n'est déjà pas là. Si donc on est déjà en train de boucler, ou je ne sais pas si c'est le début, forcément on devrait être en train quand même de boucler. Voilà. Et que
il n'y a pas eu cette approche participative, je crains fort que l'on retombe encore dans les mêmes travers, dans les mêmes non-réalisations, des engagements beaucoup plus enthousiasmants, des engagements en tout cas qui donnent à réjouir, qui montrent qu'il y a une certaine volonté, il y a une ambition, mais derrière, ce n'est pas évident que l'on parvienne à sa réalisation. Donc, ça a encore interpellé. C'est vrai que le mandat est déjà lancé et qu'on a forcément besoin d'un référentiel. Maintenant, ce qu'on peut travailler, c'est faire déjà la première année, comme l'engagement, c'est déjà le travail de terrain actuel, c'est promouvoir la réconciliation haute, c'est de travailler derrière à asseoir une bonne politique associée à l'ensemble des Burkinabés. Parce que quand vous regardez au niveau de la politique de la décentralisation, actuellement, on insiste à ce que les citoyens participent à l'élaboration des plans communaux de développement. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas faire la même application au niveau de l'État central pour avoir cette brillante participation? Il y a des citoyens qui ont des initiatives. Le PNDS passé, on parlait justement de l'implication de la diaspora. Est-ce qu'aujourd'hui, on a consulté notre diaspora pour voir qu'est-ce que vous, en tant que diaspora, vous pouvez apporter comme innovation dans la gouvernance actuelle? Donc je pense qu'il y a ces consultations qui manquent et qu'il faudrait réellement tenir en compte pour nous permettre d'avoir un document reflétant la volonté des Burkinabés. C'est vrai, le président il est élu par les Burkinabés sur la base des promesses, mais tout cela peut être révisé pour faire un mandat des Burkinabés parce que c'est nous qui cherchons le développement. D'accord, c'est nous qui cherchons le développement, monsieur Menungou. Il y a aussi la question qui a été posée sur les agents de santé à base communautaire qui disent qu'ils n'ont pas été, jusqu'à présent, ce n'est pas encore payé. Est-ce que vous avez constaté cela? Et comme on va vers la fin de l'émission, c'est aussi en termes de perspective par rapport au nouveau référentiel qui est en train d'être rédigé et puis les engagements qui sont en cours. Comment est-ce que ce suivi va se faire? Alors, effectivement, sur la question des ASBC, déjà en novembre 2019, lors d'une de nos tournées dans la région du Centre-Est, nous avions déjà appris que certains ASBC n'étaient pas, en tout cas, ils ne recevaient pas paiement de façon régulière. Et cela aussi s'est étendu, plus ou moins. Et bon, quand on s'est intéressé à la question, on a dit, bon, c'est des gens qui devaient être payés par Orange Money ou par Mobicash et autres, via les téléphonies mobiles. Alors, mais on se pose la question, mais comment on peut effectivement mettre en œuvre de façon efficace une politique qui a bien été actée à travers le recrutement de près de 18 000 personnes et après, ils sont laissés comme ça. À la fin, il y avait même le problème de supervision et de suivi de ces ASBC. Donc, ça pose un peu, et je pense, et ça va revenir un peu sur le prochain référentiel, ça pose un peu le problème de l'insuffisance d'études solides préalables pour mettre en œuvre efficacement nos politiques. D'accord. Alors nous espérons que dans le référentiel qui est en train d'être rédigé, on aura cette étude préalable et pertinente pour qu'on puisse avoir quelque chose d'assez potable pour que les engagements puissent être retenus. Alors je vois que sur 30 engagements ont été réalisés, 55 sont en cours de réalisation. Est-ce que vous avez eu la garantie que les 55 qui sont en cours de réalisation ne vont pas être abandonnés? Alors, c'est là toute la question qui se pose, parce que nous sommes effectivement en fin de, disons, programme phase 1 présimètre, qui a consisté à faire le suivi de ces 85 engagements, et sur les 85 engagements, comme vous l'avez dit, il y a une trentaine qui a été effectivement réalisée. Les autres, en principe, c'est en cours, mais comme nous sommes à la fin, ce n'est plus en cours, mais ce n'est pas réalisé de façon effective. Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres également qui sont abandonnés parce que 30 plus 55, ça fait 85. Exactement. C'est-à-dire, il y en a qui, à un moment donné, peut-être ont été abandonnés en cours de chemin. Mais notre plaidoyer était de dire il y a des engagements qui ont encore leur importance et leur pertinence si ces engagements sont redimensionnés et mis en œuvre de façon efficace. D'accord. Alors, je reste avec vous. Ce n'est pas pour vous interrompre, mais bon, on est presque pas à la fin de l'émission parce qu'il y en a aussi qui se posent la question par rapport à Présimètre. L'initiative s'arrête avec le premier mandat ou il va continuer en termes de perspective? Alors, le Présimètre a bénéficié donc de l'appui financier de l'ambassade de Suède, l'Union européenne et le bureau de la coopération suisse au Burkina Faso.
Et avec ces partenaires, nous nous sommes engagés à voir quelles sont les perspectives, parce que le travail disons, pour asseoir la culture de la démocratie et du suivi citoyen, en même temps la redevabilité, ne doit pas s'arrêter. On a fait une expérience qui mérite d'être fortifiée et confortée pour que ça devienne maintenant une culture, une routine. D'accord. Merci, M. Ouedraogo. Ça va être votre mot de fin. C'est quel espoir par rapport aux engagements qui sont restés en chemin, qui sont en cours, pardon. Est-ce qu'on aura espoir que ça va se terminer, ou bien ça va être reporté dans le mandat à venir, et puis bon, ça va être la fin de cette émission? Je nourris l'espoir. Cependant, toute la question, c'est l'équipe chargée de la mise en œuvre de ces engagements. Quand même on dit que c'est en cours, mais c'est aussi c'est un principe de continuité de l'État. Voilà, il ne faudrait pas engager. C'est un investissement qu'on a déjà fait. On a déjà engagé des finances publiques. Les abandonner, c'est une perte, c'est un investissement à perte, et je crois que des responsabilités devraient être situées à ce niveau. Donc, je crois que s'inscrivant dans ce qu'on appelle la continuité de l'État, la continuité du service public, je crois que ce sont des engagements entrepris et ils sont en cours. Il faudrait un travail justement à ce qu'ils aboutissent. Voilà, à ce qu'ils aboutissent. Donc je pense que j'ai bel espoir que le gouvernement actuel n'abandonnera pas ses engagements, et comme M. Minungo le disait, voilà, s'il y a besoin de redimensionner, on le fera, mais l'essentiel c'est de ne pas abandonner, parce qu'il y a un engagement financier, une incidence financière qui est déjà dedans, et ça sera vraiment une perte, et je ne pense pas que ça passerait au niveau de la Cour des comptes. D'accord. Voilà. C'est sur cette note d'espoir que nous vous disons merci, vous qui nous avez suivis, parce qu'il était question du bilan de la mise en œuvre des engagements du président Roch-Marc Christian Kaboré de 2016 à 2020. Et sur la plateforme Présimètre, nous voyons qu'il y a 35,3% réalisés contre 64,7% en cours de réalisation. Donc 30 engagements qui ont été réalisés et 55 engagements en cours de réalisation. Merci à Diaconia et à l'ensemble de ses partenaires pour Présimètre. Merci également à Dieudonné Ouedraogo de CGD d'être venu pour cette émission. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci, vous qui nous avez suivis sur la radio Watt FM et sur la télévision Free TV. N'oubliez pas, vous pouvez nous recevoir sur le 254 Canal Plus ou le multiplayer de la TNT. Sur Watt FM, c'est 100.8. Il y a aussi les applications mobiles qui sont là maintenant, Watt FM et Free TV. Sur Play Store, vous pouvez les télécharger pour nous suivre en direct. Merci à Yasmine Konaté et à toute l'équipe qui a piloté cette émission. Au revoir. Nous nous retrouvons un autre jour pour votre émission Chrono Citoyen. C'est fin pour aujourd'hui. Au revoir.